l'IA comme juré, la génération Z angoissée chez le boucher, mais reine d'Amazon. Comment Google Maps et le marketing digital se transforment avec l'IA? Bah justement, on explore tout ça aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu ces dernières évolutions technologiques et même sociétales, hein. Pour cet épisode du podcast de Fil, on fait le tour de plusieurs nouvelles sur les IA en commerce électronique et sur les jeunes. On en parle donc sur le podcast de Fil pour comprendre ce qui se passe en ce moment avec l'aide de Notebook LM qui nous résume le tout, comme d'habitude. Bienvenue! Oui, bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans plusieurs sujets d'actualité assez brûlants, on peut dire, issus de nos sources. Il y a cette intelligence artificielle testée dans un rôle judiciaire, c'est assez déroutant. Les habitudes de consommation de la génération Z, parfois paradoxales. Et puis, bien sûr, l'impact de l'IA sur la recherche en ligne, le marketing digital, avec des nouveaux outils qui apparaissent. C'est ça. Notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire l'essentiel, démêler un peu le vrai du potentiel, et puis comprendre ce que ça implique pour nous au quotidien et pour l'avenir. On va regarder de près cette expérience judiciaire avec les IA, les défis du commerce physique face à l'e-commerce pour les jeunes, et puis comment des concepts comme le Geo et des outils comme Sacha AI ou les nouveautés Google Maps sont en train de redessiner un peu tout ça. Allez, commençons par cette histoire qui semble tout droit sortie de la science-fiction, là. Des IA, comme ChatGPT, utilisées comme jurés dans une simulation de procès. C'est quand même assez fou comme idée, non? Racontez-nous un peu. Oui, c'est assez surprenant. C'était une simulation organisée par une université en Caroline du Nord. Un procès fictif, l'affaire Henri Justus, un lycéen accusé de vol, mais qui était basé sur une vraie affaire qui avait eu lieu. Et le jury, c'était ChatGPT, Grok et Claude. On leur a donné les transcriptions des débats et hop, elles ont délibéré. D'accord. Et alors, le verdict de ces jurés virtuels, plus juste, plus froid, comment ça s'est passé ? Alors c'est là que ça devient vraiment intéressant. Contre toute attente, ce jury IA a acquitté l'accusé. Ah oui. Et le plus étonnant, c'est le commentaire du professeur Kennedy qui supervisait tout ça. Il se trouve que lui, il avait défendu le vrai accusé à l'époque et son client avait été condamné. Et là, il dit que le verdict de l'IA lui semble plus juste. Plus juste, carrément. Donc les IA auraient été plus rigoureuses sur le plan juridique. C'est ce qui a été dit, oui. Dans ce cas précis, elles ont été saluées pour leur rigueur apparente, pour s'en être tenues vraiment au fait des transcriptions. Mais attention. Oui, j'imagine bien. Pas si vite. Ça ne veut pas dire que l'IA est la solution miracle pour la justice. Oui, on sent bien qu'il y a un mais. Quelles sont les inquiétudes, les limites qui ont été soulevées? Parce que ça semble trop beau, en fait. Absolument. Et c'est la question essentielle, en fait. Malgré ce verdict jugé plus juste dans ce cas précis, l'expérience a surtout soulevé d'énormes inquiétudes. Le principal problème, pointé par le professeur Muller, qui assistait aussi, c'est l'absence d'humanité. Une IA, elle lit du texte. Elle ne voit pas si quelqu'un transpire, si le regard est fuyant, si la voix tremble. Tous ces petits signaux qu'un jury humain capte, consciemment ou pas. D'accord, c'est purement textuel. Voilà. Et pire encore, les biais. On critique souvent les biais humains, et à juste titre. Mais l'IA n'est pas neutre non plus. Elle a ses propres biais, issus des données d'entraînement, des concepteurs. On remplacerait juste des biais humains par des biais algorithmiques, souvent plus opaques en plus. Ah oui, on se souvient de certains dérapages. Exactement, comme Grok qui s'était présenté en Mécha Hitler. Difficile d'imaginer ça dans un tribunal. Donc, on déplace le problème des biais et on perd l'humain au passage. Oui, c'est ça. Et le professeur Muller met aussi en garde contre ce qu'il appelle l'instinct de réparation de la tech. La tentation de dire « Ah, l'IA ne voit pas les émotions. Bon, on va lui donner la vidéo. Ah, elle manque de contexte. On va lui donner le dossier complet. » Et on finirait par l'intégrer partout. Donc en gros, l'idée est séduisante sur le papier, mais la pratique fait un peu peur, quoi. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, même le professeur Kennedy, celui qui trouvait le verdict plus juste, a fini par admettre que la plupart des participants sont repartis en se disant que les procès avec des jurés de chatbot, c'était pas une bonne idée. Ça questionne vraiment la place de la tech dans des domaines aussi sensibles. Clairement. Bon, changeons de sujet. Parlons de la génération Z. On entend partout qu'ils sont ultra connectés, les rois d'Amazon, mais que, paradoxalement, aller chez le boucher, par exemple, ça peut être une source d'angoisse pour certains. Qu'en est-il vraiment ?
C'est un contraste assez frappant et qui semble bien réel pour une partie de cette génération, oui. Une grande aisance pour commander en ligne, ça c'est sûr, mais une appréhension parfois forte face au commerce physique plus traditionnel, surtout alimentaire. Il y a eu ce témoignage viral sur TikTok Ah oui, j'ai vu passer ça. d'une jeune femme qui expliquait son anxiété à l'idée d'aller acheter de la viande. Et ça a un peu libéré la parole, semblait-il. De l'angoisse pour acheter un steak. Mais comment ça se manifeste concrètement? C'est quoi le problème? Ça peut être la peur de mal s'exprimer, de pas savoir les bonnes quantités, 1 kilo, est-ce que c'est beaucoup, la peur du jugement du commerçant qu'on voit comme un expert, l'incertitude face aux codes sociaux, comment on demande, qu'est-ce qu'on dit. D'accord. Il y a des anecdotes qui circulent, repartir avec une seule tranche de fromage parce qu'on n'a pas osé dire un peu plus, ou acheter un poisson entier alors qu'on voulait juste un filet. C'est fou cette différence avec les ans en ligne. Quelles seraient les causes alors? Juste le confort de l'e-commerce? Le confort et le contrôle de l'e-commerce jouent beaucoup, c'est sûr. On compare, on lit les avis, pas d'interaction directe. C'est rassurant. Mais il y a sûrement d'autres choses. La dématérialisation générale de nos vies, peut-être une rupture dans la transmission de certains savoir-faire pratiques, comme faire les courses avec ses parents, apprendre sur le tas. Et si cette tendance continue, quelles pourraient être les implications? Potentiellement, ça creuse le fossé entre les jeunes et les commerces de proximité, au profit des géants du net, évidemment. Ça peut aussi renforcer une certaine appréhension des interactions sociales en vrai. Et puis, ça questionne l'apprentissage de compétences de base, finalement. Heureusement, il y a des pistes. Sensibiliser aux circuits courts, peut-être des ateliers pour apprendre à choisir, à demander. Les commerçants aussi ont un rôle à jouer avec leur bienveillance. L'idée, c'est pas de diaboliser l'achat en ligne, mais de trouver un équilibre pour la vitalité de nos centres-villes et la richesse des échanges humains. Tout à fait. Bon, l'IA ne change pas que la justice ou nos courses. Elle transforme aussi radicalement comment on trouve l'info et comment les entreprises doivent être visibles. On entend parler de GEO maintenant, Generative Engine Optimization. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, le GEO, c'est un peu le nouveau SEO, si on veut. C'est l'adaptation du référencement naturel à l'ère des IA génératives, comme ChatGPT, Gemini, Perplexity. Ces IA, elles ne font plus que lister des liens. Elles génèrent une réponse, une synthèse, en piochant dans plein de sources. Ah d'accord. Donc le but, c'est plus seulement d'être premier sur Google, mais d'être carrément utilisé, cité par l'IA dans sa réponse. C'est exactement ça. Il faut que l'IA trouve votre contenu pertinent, fiable, et qu'elle l'intègre dans ce qu'elle raconte. C'est un vrai changement de paradigme. Et concrètement, une marque, une entreprise, comment elle fait pour être aimée par les IA? C'est quoi les stratégies clés de ce GESO? Il y a plusieurs axes importants. On peut distinguer ce qu'on fait sur son propre site, le on-site, et ce qu'on fait en dehors, le off-site. Sur le site, la structure est reine. Il faut que le contenu soit hyper bien organisé, avec des balises claires, des données structurées comme schema.org, pour que la machine comprenne de quoi on parle. Des étiquettes pour l'IA, en gros. C'est un peu ça, oui. Ensuite, la qualité, la fiabilité, l'objectivité du contenu. L'IA cherche du factuel, des réponses claires à des questions précises. Donc les FAQ, les guides, c'est très bon. Et puis la richesse et la fraîcheur. Il faut que le site soit une vraie base de données à jour. Fiches produits hyper détaillées, infos locales correctes, du contenu frais régulièrement. D'accord, ça c'est pour le site lui-même. Et le off-site alors? C'est crucial aussi. Il faut comprendre comment l'IA fonctionne, ce qu'on appelle le fan-out. Elle va chercher l'info à plusieurs endroits. Donc il faut être présent là où elle regarde. Les sites experts, les forums, les comparateurs importants dans son domaine. Ça redonne aussi de l'importance aux relations presse, figurez-vous. Une source média établie peut être vue comme plus neutre par l'IA. La cohérence des infos partout est capitale. Même adresse, mêmes horaires sur Google Maps, sur les annuaires, etc. Et puis, le contenu généré par les utilisateurs, les fameuses UGC, avis clients, posts sur les réseaux, l'IA leur fait de plus en plus confiance comme prof social. Donc le site web n'est plus le seul roi. C'est tout un écosystème qu'il faut gérer pour plaire à l'IA. Et on voit émerger des outils spécifiques pour aider là-dedans, comme ce Sacha AI dont parlaient nos sources. Tout à fait. Sacha AI de Rocket Links, c'est un assistant IA pour le netlinking. Obtenir des bons liens entrants, c'est fondamental en SEO et donc en géo. C'est souvent long et fastidieux. Sacha AI, lui, il analyse votre site, vos concurrents, vos mots-clés, et il propose des sites pertinents où essayer d'avoir un lien, dans le catalogue de Rocket Links. Ça automatise une partie de la recherche. C'est un exemple d'IA agentique qui aide sur une tâche précise. Intéressant. Et pour nous, dans notre quotidien, Google Maps intègre aussi plus d'IA, c'est ça? Oui.
Google pousse Gemini dans Maps, surtout aux US pour l'instant, mais ça arrive. Ça permet de parler à Maps de façon plus naturelle, même en conduisant. Trouve-moi un resto vegan pas cher sur ma route avec parking facile. Ah oui, c'est pratique ça. L'IA comprend la nuance. Il y a aussi les directions vocales qui deviennent plus visuelles. Tourner après le bâtiment rouge, par exemple. Des alertes trafic plus fines. Et l'intégration de Lens. On pointe son téléphone vers un resto et on demande à l'IA « c'est quoi l'ambiance ici ?» Ça rend l'outil plus conversationnel, plus contextuel. Bon, ben voilà un tour d'horizon vraiment complet. On a vu l'IA s'aventurer dans la justice, avec des résultats mitigés et beaucoup de questions éthiques. On a vu les défis de la génération Z avec le commerce physique, ce contraste entre le online et l'offline. Et puis toute cette transformation de la visibilité en ligne avec le géo et l'arrivée d'outils IA concrets comme Sacha AI ou les nouveautés de Google Maps. Exactement. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large. Alors que l'IA s'intègre vraiment partout, de la justice à nos trajets, en passant par nos achats ou comment on s'informe, quelle place et quelle valeur on accorde encore à l'intuition humaine, à l'interaction directe, non médiatisée, et puis à ces compétences sociales qu'on dit traditionnelles dans ce nouveau monde qui se dessine. Une excellente question pour conclure. Merci d'avoir suivi cette exploration sur le podcast de Philippe. Si cette discussion vous a intéressé, si vous avez appris des choses, aidez-nous à atteindre notre objectif de 2000 abonnés. N'hésitez pas à partager ce contenu avec vos proches, vos collègues, bref, toute personne curieuse de comprendre ces évolutions qui nous touchent tous. À très bientôt.